Je crois qu'il y aura une alternance, mais à droite, avec des gens qui s'appellent Bennett, avec des gens qui s'appellent Carlon, avec des gens qui s'appellent Yuli Edelstein. Ça, c'est tout à fait possible. Benjamin Netanyahu, par contre, lui-même, je pense qu'il y a quand même quelques chances qu'il perde cette élection. Le plaisir d'être en ligne avec Philippe Velilia. Philippe, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a besoin de votre éclairage pour mieux comprendre si on est véritablement entré, comme je le disais tout à l'heure, dans la campagne électorale. On est 6 mois avant le mois d'octobre. C'est probablement vers le milieu ou la fin du mois d'octobre que se tiendront ces élections législatives en Israël. La démarche entreprise par Naftali Bennett et Yair Lapid de fusionner pour former un parti, on va dire, plus solide qui pourrait rivaliser au moins avec le Likoud. C'est, à votre avis, une démarche qui va profiter au camp de l'opposition actuelle ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas dans les sondages qui ont été immédiatement réalisés après cette fusion, puisque au contraire, ils perdent un siège, voire 2, par rapport à ce qu'il en était lorsqu'ils étaient séparés. Mais en fait, le véritable objectif de cette fusion n'est pas tout à fait là. Le véritable objectif, c'est, comme vous l'avez souligné, d'avoir un grand parti qui arriverait au niveau, voire dépasserait le Likoud. Et puis également, il y a un non-dit, des non-dits dans cette fusion. D'abord, le fait que Naftali Bennett veut être certain de dépasser au sein de l'opposition son principal rival, qui est maintenant Adi Eisenkot. Adi Eisenkot, c'est l'homme qui monte dans la politique israélienne. Il gagne un siège chaque semaine lors des sondages. Et c'est lui qui, par exemple, qui, dans le sondage de la première chaîne hier, a profité du fait que la fusion Bennett-Lapid perdait un sondage. Ce siège, c'est lui qui l'a récupéré. Ça, c'est le premier non-dit. Et puis, il y a un deuxième non-dit, c'est le fait que Naftali Bennett a des électeurs, mais n'a pas de parti, alors que Yair Lapid n'a plus beaucoup d'électeurs, mais il a un parti et donc des financements, puisque en Israël, le financement public dépend du nombre de députés sortants. Oui. Et Yair Lapid, lui, il en a 24. Sortants, alors que Naftali Bennett n'en a aucun, il n'est même pas lui-même député. Alors, c'est aussi un des avantages de cette fusion. Alors, à votre avis, c'est pas inquiétant donc ce résultat en demi-teinte là des premiers sondages, parce que on a l'habitude de dire qu'il y a tout de suite un effet d'enthousiasme après l'annonce d'une fusion de ce type, et ça doit se refléter dans les sondages. Ça a été le cas ces dernières années lorsqu'il y a eu des nouveaux partis comme le parti bleu-blanc qui ont surgi dans la classe politique israélienne. Là, c'est pas inquiétant pour Bennett et Lapid de voir que finalement il n'y a pas cet enthousiasme? En fait, l'effet d'enthousiasme, il est pour les nouveaux partis, comme Bleu-Blanc, par exemple. Oui. Là, c'est une fusion de 2 partis. En fait, ça veut dire que Naftali Bennett, qui est un homme de droite, perd un peu sur sa droite, et Yair Lapid, qui est un homme du centre, perd un peu sur le centre. Donc, ça n'est pas vraiment étonnant. En plus, il faut que le public s'habitue à ce nouveau paysage politique, parce que c'est un nouveau paysage politique. Il y aura d'autres innovations importantes pendant cette campagne. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais donc en plus ça n'est pas dramatique, ils perdent un siège, ça n'est pas dramatique. Bon, d'autant que le rapport opposition-coalition reste à peu près le même. Alors ça c'est vrai, effectivement, le rapport reste le même, mais on dit toujours que Naftali Bennett c'était un atout pour l'opposition actuelle parce qu'il était susceptible, capable de ramener des voix de la droite modérée, des déçus de Netanyahou. Or là, il semble que d'une certaine manière, il n'y ait plus véritablement déjà d'électorat de droite qui soutient aujourd'hui Naftali Bennett. C'est vrai, et c'est un autre scénario qui va se mettre en place. Naftali Bennett, de façon assez curieuse d'ailleurs, s'est positionné au centre, avant même de fusionner avec Yair Lapid. Oui. Notamment en prenant parti pour le mariage civil, pour les transports publics le Shabbat, et lors de sa conférence de presse le soir de la fusion, il a même laissé entendre qu'il ne serait pas hostile au mariage homosexuel. Donc il se dégarnit sur la droite, et effectivement, c'est le Likoud qui pourrait en profiter. Mais là, il va sans doute y avoir aussi une autre évolution, puisqu'on parle de plus en plus de la création d'un nouveau parti, un Likoud bis, qui serait dirigé par 3 personnalités, Gilad Erdan, Yuli Edelstein et Moshe Carlon, 3 dissidents du Likoud qui ont un compte personnel à régler avec Benjamin Netanyahou et qui donc, eux, pourraient récupérer vraiment des voix de droite.
Alors effectivement, ces voix de droite pourraient aller vers ce nouveau parti bis. On va le voir, il devrait se créer, on va dire, dans les prochaines semaines. Maintenant, si vous deviez donner un conseil à l'homme qui monte, comme vous le disiez à l'instant, Gadi Eisenkot, est-ce que vous lui demanderiez, vous lui suggéreriez de rejoindre cette union entre Lapid et Bennett, même au prix d'être le numéro 2, parce qu'à plusieurs reprises, ces dernières semaines, Gadi Eisenkot a dit qu'il n'était pas question pour lui d'être le numéro 2 de Naftali Bennett. Non, moi je ne conseillerais pas de rallier le parti ensemble, puisque pour l'instant il monte, donc il a tout intérêt à rester comme cela. Au dernier moment, si jamais les choses changeaient, il pourrait toujours se rallier 45 jours avant le... Oui. Avant avec la date de fermeture des listes. C'est la date de clôture des listes, et il pourrait toujours le faire, mais pour l'instant, il n'y a absolument pas intérêt à le faire. Et d'ailleurs, il commence à recruter des gens pour sa liste. Il a recruté une personnalité intéressante, Shaul Meridor, le fils de Dan Meridor, qui n'est pas seulement le fils de Dan Meridor, qui existe aussi par lui-même, qui a un grand talent qu'il a montré au ministère de l'économie. Il était directeur du budget. Et Gadi Eisenkot a également dit qu'il récupérerait des députés de Yesh Atid qui ne pourraient pas être sur la liste parce qu'ils sont 24 sortants, il n'y aura pas 24 places, il y en aura une dizaine d'éligibles sur la liste du nouveau parti Ensemble, donc il a récupéré un certain nombre, et il a même dit quelque chose d'assez original, qui à mon avis devrait lui valoir les faveurs du public, aurait une liste paritaire, une liste homme-femme, ce serait une innovation dans la politique israélienne, et à mon sens une innovation plutôt positive. Alors on va essayer de faire une sorte de zoom out sur l'échiquier politique israélien. Finalement, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe actuellement, on voit à nouveau, on va dire, les mêmes visages, les mêmes figures. Binyamin Netanyahou, bien entendu, il est toujours là, mais on va dire l'ensemble de la classe politique qui pourrait être taxée d'avoir une forme de responsabilité sur ce qui s'est passé le 7 octobre, eh bien, elle est toujours là. On voit les mêmes têtes et surtout, on ne voit pas de têtes nouvelles qui puissent jaillir de par le bas pour apporter, on va dire, quelque chose de nouveau, un esprit nouveau qui s'est reflété, on va dire, pendant ces années de guerre. Ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas, parce que le scrutin à la proportionnelle intégrale favorise ce type de démarche. Il y a quand même quelques têtes nouvelles. D'abord, Gadi Eisenkot n'a jamais été chef de parti. On peut considérer que c'est une tête nouvelle, même s'il n'est plus très jeune. Et puis, les partis commencent à recruter des gens nouveaux. Oui. Naftali Bennett a recruté 2 femmes qui étaient directrices générales dans des ministères. Il a recruté également un jeune homme de 23 ans, qui représente les jeunes du service militaire. Et puis hier, je le disais, Gadi Eisenkot a recruté Shaul Meridor, qui n'était pas dans la politique. Donc je pense que ça n'est pas dans les têtes de liste, à part Gadi Eisenkot, qu'on aura du nouveau. Ce sera plutôt dans le corps de la liste elle-même qu'il y aura des têtes nouvelles. Il y aurait un intérêt à faire émerger des têtes nouvelles, parce qu'en général, les têtes nouvelles, ça suscite un intérêt chez les lecteurs. Alors, toujours en faisant ce zoom out, si on se réfère à ce que l'on peut considérer comme une sorte de précédent, c'est-à-dire la période de la guerre de Kippour, qui a suivi la guerre de Kippour, on sait, il y a eu tout de suite après la guerre, il y a eu des élections qui ont été remportées par la gauche israélienne, Golda Meir, mais très vite, elle a dû démissionner, c'est Rabin qui l'a remplacée, puis finalement, au bout de 3 ans, on a assisté à un changement, ce qui s'appelle la première grande révolution politique, avec l'arrivée de la droite au pouvoir. Aujourd'hui, les choses sont bien plus mitigées. On est 3 ans après la catastrophe du 7 octobre, presque, quasiment. On n'a pas l'impression... Normalement, on dit toujours que ce genre de conflit apporte des points à la droite israélienne. C'est pas obligatoirement le cas aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous aider à décrypter en fait ce qui se passe dans cette... On n'est pas dans la même situation qu'après la guerre de Kippour.
au moment de la guerre du Kippour, la gauche était très forte. Elle avait une quarantaine de sièges. Et donc, ça a été une véritable révolution lorsque, en 1977, Menachem Begin a remporté l'élection. Oui, mais en fait, Là, en la droite est général, on a l'habitude de considérer que la guerre de Kippour, c'est-à-dire, on va dire, la catastrophe de la guerre de Kippour, elle s'est répercutée sur l'échiquier politique Oui, seulement en 1977 mais avec l'arrivée de la droite. oui, mais c'est normal. Vous savez, en politique, il y a souvent comme ça une période d'incubation. Oui. Les gens ont tendance à voter selon leurs habitudes dans un premier temps, et après, ils sont susceptibles de changer. Donc, il faut tenir compte de ça. Ce qui est vrai, c'est que de toute façon, il n'y aura pas de révolution de ce type. La gauche ne va pas prendre le pouvoir en Israël. C'est impossible. Elle fait entre 8 et 10 mandats dans les sondages. Le pays est à droite. Il est à droite, et j'ai même tendance à dire qu'il l'est de plus en plus. Et donc, je crois qu'il y aura une alternance, mais à droite, avec des gens qui s'appellent Bennett, avec des gens qui s'appellent Carlon, avec des gens qui s'appellent Yuli Edelstein. Ça, c'est tout à fait Mais possible. oui, mais Je il y a pense que aussi des gens comme... Benjamin Netanyahou, par contre, lui-même, je pense qu'il y a quand même quelques chances qu'il perde cette élection. Alors justement, on va terminer avec Benyamin Netanyahou, parce qu'on parle aujourd'hui d'une démarche du président de l'État pour ne pas lui accorder une grâce présidentielle, en tout cas pas dans un premier temps, mais peut-être essayer de trouver une sorte de compromis juridique qui lui permettrait de sortir, de mettre fin en tout cas au procès actuel. Vous pensez qu'aujourd'hui c'est un cas de figure plus plausible qu'il y a encore quelques mois, que d'une certaine manière ça permettrait à Benyamin Netanyahou de terminer sa carrière en disant j'ai lutté pour que l'Iran disparaisse et puis l'Iran est en train de disparaître, le régime des Mollahs est en train de disparaître, j'ai rempli ma mission, je m'en vais. Et il s'en irait la tête haute sans avoir, été jusqu'au bout de son procès. Oui, c'est un scénario possible. D'abord, il faut voir une chose, c'est que la demande de grâce qu'il a déposée n'en est pas d'une. Oui. Parce que les pouvoirs du président, tels que le dit la loi, c'est pour les gens qui ont été soit condamnés, soit qui reconnaissent leur culpabilité, ce qui n'est pas le cas de Benyamin Netanyahou. Donc, sa demande est vraiment à très limite, et d'ailleurs, le président l'a souligné. Lui, il a été, depuis le début, favorable à ce qu'on appelle Niskat Tiyun. En français, on dirait un plaidé coupable, qui fait que la personne reconnaît tout ou partie de sa culpabilité et qu'en échange, sa peine est soit adoucie, soit annulée. Et là, le président pourrait, en interprétant très activement la loi, mettre fin au procès. C'est un scénario auquel Yitzhak Herzog est très favorable depuis le début. C'est Benyamin Netanyahou qui, pour l'instant, ne le veut pas. Mais apparemment, il y a eu, depuis hier, des contacts entre la conseillère juridique du gouvernement Oui. et l'avocat de Benyamin Netanyahou, Maître Haddad, et on pourrait éventuellement s'orienter vers une solution de ce type. Je rapprocherais cela, le scénario que vous suggériez, du fait qu'il y a quelques jours, Benyamin Netanyahou a révélé la maladie dont il a été frappé. Ça pourrait être un prétexte. Oui, même s'il est aujourd'hui guéri, apparemment, ce serait un concours de circonstances qui ferait qu'il pourrait sortir de la vie politique sans grave dommage. Eh bien, merci beaucoup Philippe Belilia pour toutes ces explications, ce décryptage de la vie politique, de la classe politique israélienne à la première semaine, on va dire, de cette campagne électorale qui ne fait que débuter et qui nous réservera certainement beaucoup de rebondissements. On y est habitué, c'est la tradition dans la vie politique en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Philippe. À bientôt. À bientôt. Merci à vous.